BFM Business, l'heure H. L'invité d'Edwige Chevrillon passe le grand oral de l'économie avec le cercle des économistes. Et notre invité, c'est donc Jean-François Copé, avec autour de la table Jean-Hervé Lorenzi, le président du cercle des économistes, Catherine Lebochinski, membre du cercle des économistes, et Patrick Coquidé, que vous connaissez bien, éditorialiste à BFM Business. On était là sur votre mesure principale, Jean-François Copé, autour de la TVA sociale, la baisse des charges, notamment sur les entreprises. On sent que vous mettez le paquet sur les entreprises. Vous dites, il y a des ordonnances, du reste autour de ça, on reviendra sur votre méthode. Il faut libérer l'économie, il faut la sortir de ce carcan. Et encore une fois, vous avez deux têtes de Turcs, à se demander si c'est possible de mettre, de faire de telles réformes. C'est la CGT et puis Nicolas Sarkozy. Non, à voir, on peut pas les deux. Alors, si vous tapez soit sur l'un, vous dites il a le verbe haut, il fait que des demi-mesures, et du reste, vous venez d'expliquer à l'instant sans le nommer. Donc c'est votre tête de Turc, Nicolas Sarkozy. Attendez, je comprends, je réponds. Ouais. Non, juste une chose. Moi, c'est pas un problème de personne, c'est un problème que j'ai des divergences de fond. Bon, ouais. Moi, pendant tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, j'ai fait ce qu'on appelait, pour être poli, coproduction législative. C'est-à-dire, en gros, avec les amis députés, je vous réponds. Ça veut dire qu'avec nos amis députés, puisque je présidais la majorité, on passait notre temps à les soutenir et en même temps à les alerter du fait qu'ils n'avaient pas fait les réformes. Et ce qui était vrai. Écoutez, franchement, je l'ai pas inventé. Ils n'ont pas touché aux 35 heures. Bon, ils ont gardé. On n'a pas fait la TVA sociale. Il a fallu attendre 6 mois avant la fin pour que finalement elle soit faite sans être faite comme une maladie honteuse. Et on a été battus. Bon, sur le Grenelle de l'environnement, on a passé son temps à stigmatiser les agriculteurs. Nous essayons de leur dire attention, à tuer les plans de recherche, notamment sur les OGM. Enfin bon, j'arrête les frais. On n'a pas arrêté, en réalité, d'être à la moitié du chemin. Les retraites, 62 ans, toute l'Europe était à 65 ans, etc. Et puis on a fini avec une hausse d'impôts massive. Le plan Fillon, 11 milliards d'euros de hausse d'impôts. Donc vous faites le procès du quinquennat Nicolas Sarkozy et de François Fillon en tant que Premier ministre. Oui, c'est en tout cas, il faut qu'on soit quand même crédible. Enfin, je veux dire, sinon c'est pas la peine de faire une primaire. Dites-moi pour qui il faut voter, je mets le bulletin dans l'urne et puis on s'arrête. Le vrai sujet, c'est qu'il y a un débat. On va pas recommencer les mêmes erreurs. Je rappelle un petit détail, on a été battus en 2012. C'est pas par hasard. Si on avait fait la politique pour laquelle on avait été élu, on n'en aurait jamais été là. Bon, donc ça c'est une chose. Quand je dis demi-mesure, c'est parce que je pense que les temps ont changé, que les gens, maintenant, ils ont avec la droite française un problème de crédibilité. Ils nous disent, vous savez, on les croit plus parce qu'ils font jamais ce pourquoi ils sont élus. Donc moi, mon idée c'est de faire cette rupture et de la faire avec des réformes qui soient assumées, qui soient expliquées, qui soient chiffrées et qui montrent surtout aux Français que c'est ce qui va permettre à nos enfants de rester en France et de réussir. Mais pourquoi alors agiter ce chiffon rouge autour et montrer la CGT Sud? Parce que c'est quand même eux qui sont à la capacité de bloquer le pays. Vous avez qu'à demander justement à Alain Juppé et avec Bernard Thibault. Alors écoutez, moi, il y a deux options dans cette campagne. Soit on dit rien d'important, soit on dit les choses. Mais après, on ne pourra pas dire qu'on les a pas dites. Moi, je vois bien comment ça se passe. Dans notre pays, on ne peut plus réformer, sauf à demander l'autorisation à la CGT de bien vouloir pas trop manifester. Oui. Je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc, ma réponse, c'est de dire, remettons chacun sa juste place. C'est la raison pour laquelle je propose de généraliser le référendum d'entreprise. Ce sont les salariés et eux seuls qui voteront les projets proposés par le chef d'entreprise sur le temps de travail, l'organisation du travail, la progression des rémunérations, l'intéressement au capital, le plan de développement de l'entreprise. Si les salariés disent non, c'est que le projet est mauvais. Si les salariés disent oui, comme ça avait été le cas chez Smart ou chez d'autres entreprises, alors on les laisse faire. Et il n'y a personne, et notamment pas les syndicats de l'extérieur, qui peuvent entraver le développement d'une entreprise. On est le seul pays au monde qui se trouve dans cette situation de blocage. Oui, en même temps, c'est la protection des salariés. Mais écoutez, écoutez, vous croyez vraiment qu'on protège les salariés en empêchant toute réforme? Je suis sûr que vous n'êtes même pas convaincu vous-même de l'argument. D'où ça sort qu'on a mieux protégé les salariés. On n'a jamais vu autant de précarité, autant de fragilité, autant de nos compatriotes qui sont au chômage. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a une pompe à morphine de dépenses sociales plutôt que d'anticiper qu'on était au XXIe siècle et que le numérique, avait tout changé. On passera à la deuxième partie. Sur les 35 heures, vous pensez que les entreprises veulent vraiment toucher aux 35 heures? C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne voulez pas de mesures obligatoires, non? C'est pas pour ça? C'est pas ça. C'est que je pense qu'on ne peut pas continuer de considérer l'économie comme un bloc. On ne travaille pas de la même manière dans le numérique, dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans l'agriculture. Bon, je propose donc qu'on change complètement les paramètres et qu'on considère que l'unité de production, c'est l'entreprise. L'unité de vie sociale, c'est l'entreprise. Accord par entreprise. Et donc c'est dans l'entreprise que doit se déterminer le meilleur temps de travail. Messieurs, on passe à la deuxième partie de ce débat sur la réforme de la fonction publique. Vous avez des propositions.
BFM Business, le grand oral de l'économie avec le cercle des économistes. Alors, on va parler justement à la fin de l'emploi à vie, des 39 heures. Catherine Bochinski, vous avez une question pour Jean-François Copé, justement, autour de cette fonction publique. Alors oui, évidemment, en tant que fonctionnaire, j'ai été Concernée. J'étais concernée par la fin du statut de fonctionnaire. Mais j'ai trouvé que c'était un peu court comme raisonnement par rapport à la problématique du marché du travail. Vous venez de le souligner, il y a des tas de personnes qui sont exclues du marché du travail. Et en fait, la véritable question porte sur la dualité du marché du travail, savoir ceux qui ont un CDI et ceux qui ont un CDD. Alors, dans vos réformes du marché du travail, vous mentionnez qu'on va autoriser le renouvellement du CDD 3 fois au lieu de 2. Je ne crois pas que ce soit une réforme de fond. La question, c'est l'introduction d'un contrat de travail unique avec droit progressif. Là, je pense que chez les économistes, il y a un relatif consensus pour une fois. Enfin, j'espère que Hervé confirmera. Et là-dessus, on ne voit rien. Par contre, attiser encore une fois les divergences entre fonction publique et emploi privé, essayer de monter les uns contre les autres, on le retrouve un peu. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut prendre le problème de l'emploi par le problème de ceux qui sont outside et inside. Je peux ajouter quelque chose. On est d'accord ou pas d'accord, mais après réponse de Jean-François Copé. Ce qui est important, c'est ce qui marque. Tout à l'heure, on a évoqué la TVA sociale. C'est plutôt que tous les ajustements fiscaux, c'est une vraie décision. C'est clair, net et précis. Sur le marché du travail, le fait qu'on donne à l'entreprise le rôle majeur de lieu de discussion, c'est clair, net et c'est très important. Est-ce que cette affaire de fonctionnaire n'est pas un peu de second ordre? Sur l'emploi à vie? Est-ce qu'on n'est pas dans nous préconisons, tous les économistes préconisent à peu près la même chose, c'est-à-dire on fait des contrats à durée... les CDI des contrats à droit progressif. C'est qu'en réalité... Pour la fonction publique. Les deux, moi je suis... Ah non, pour les fonctionnaires... on est pour les fonctionnaires, on est pour les fonctionnaires, là, Jean-Hervé. Un chirurgien, je vais pas commencer à le mettre en CDD, je veux dire, non, mais sur la fonction publique... Est-ce que vous êtes pour la fin du statut à vue? C'est ce que propose, en l'occurrence... Non, dans le débat l'autre jour, ce qui a été clair, c'est que, vraisemblablement, il y a une extension de la notion de fonction publique qui est excessive. Il y a des tas de jobs qui ne devraient pas être de la fonction publique. Mais il y a des domaines... Alors, Jean-François Copé, vous avez le droit de répondre. Il faut qu'on soit il faut, justement. un peu précis. On reste... On parle pas du tout de la même chose. Absolument. Alors, attendez. On reste sur la fonction publique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit bien au clair sur ce que je propose. Bon, il faut pouvoir partir dans tous les sens. Alors, point numéro 1. Il faut repenser la vie dans la fonction publique. Pourquoi? Il y a aujourd'hui une énorme barrière à l'entrée qui s'appelle l'emploi à vie et qui fait que des milliers de Français et de Françaises rêveraient de pouvoir servir le pays au sein de l'État, ne peuvent pas le faire parce que l'emploi à vie fait qu'on ne peut pas embaucher tout le monde. Je propose donc, parce qu'on est en 2016 et que les temps ont changé et que plus rien ne peut justifier que si on est qu'il y a un emploi à vie et pas ceux du privé, je propose qu'on mette fin à l'emploi à vie pour les nouveaux entrants, pas pour ceux qui sont déjà fonctionnaires, dans la fonction publique et qu'on y substitue le principe d'être en CDI ou même en CDD, mais qu'en tout cas, comme ça se fait aujourd'hui dans l'armée, aujourd'hui les soldats ils sont contractuels, ça ne les empêche pas de servir l'État. Bon. Pourquoi? Ça me permettra d'embaucher, comme je le souhaite, 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison militaires pour réarmer le pays sur le plan sécuritaire, sinon on n'y arrivera pas. Et vous supprimez quoi? Numéro 1. Donc, mais par ailleurs, je réduis dans l'ensemble des administrations, en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux. Mais par exemple, la fonction territoriale, la fonction publique territoriale, est-ce que vous la supprimez? Non, mais c'est juste, ça fait partie. Ma deuxième idée, c'est que naturellement, la fin de l'emploi à vie, c'est pour les 3 fonctions publiques. Donc, État, collectivité locale et hospitalière. Bon. Et j'y substitue le principe d'être en contrat, comme dans le secteur privé. Deuxièmement, sur la partie privée maintenant. Oui, pardon, je termine là-dessus. Je prévois 1 milliard d'euros sur les économies réalisées à redistribuer aux fonctionnaires pour améliorer leur rémunération. Parce que là aussi, je souhaite des fonctionnaires qui soient moins nombreux, mieux payés, mieux considérés, et dont on redéfinisse les missions. C'est un slogan de Nicolas Sarkozy. Oui, mais écoutez, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il a bien en face. Mais bien sûr. Deuxièmement, en ce qui concerne le privé, le contrat de travail, j'ai beaucoup réfléchi à cette question du contrat du CDI unique, enfin du contrat de travail unique, versus suppression des CDD. Si je peux me permettre, ce que je dis n'est pas du tout un détail. Vous aviez l'air de le balayer un peu d'un revers de main, le fait de prolonger de 3 fois. Je me suis demandé, parce que j'ai beaucoup étudié tout ça, que c'est une proposition qui est faite par certains économistes, si on ne pouvait pas dire, allez, contrat de travail unique. Bon, j'y ai renoncé.
Pourquoi? Parce que la France est la France. Ouais. Et que je ne sais pas dire demain, si en mettant, supprimant les CDD, comme en Italie. si on supprime les CDD, et qu'on se retrouve qu'avec un contrat à durée indéterminée, et que la gauche, par malheur, revienne au pouvoir et qu'elle nous rigidifie tout ça, on passe à l'économie soviétique directe. Donc, la seule idée, en gardant le CDD, c'est de garder une souplesse supplémentaire dont notre économie a besoin, tout en veillant, et c'est ça qui me paraît important, à réformer le code du travail pour que, si on assouplit les conditions de licenciement, on renforce les conditions d'accompagnement de celui ou celle qui aurait malheureusement perdu son emploi pour lui permettre d'en retrouver un dans de bonnes conditions. D'accord. Patrick Coquillet. Deux petites questions sur les effectifs dans la fonction publique. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé qui dit qu'on ne peut pas toucher aux effectifs dans les hôpitaux parce que c'est trop tendu? Bien sûr. Deuxième question, dans la fonction publique territoriale, vous, à Meaux, vous avez baissé les effectifs? Bah écoutez, le problème de la fonction publique territoriale, et je l'ai bien vécu à Meaux, c'est pour ça qu'on sert au maximum les économies de fonctionnement et que j'ai pu ne jamais augmenter les impôts depuis que je suis maire jusqu'à présent, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait, parce que malheureusement l'État a complètement étranglé les communes en baissant les dotations, ce que d'ailleurs je peux comprendre, mais dans le même temps il n'a pas allégé les dépenses obligatoires. Patrick, vous connaissez sans doute cette histoire terrible des rythmes scolaires. Le pays gaspille, brûle 1,2 milliard d'euros pour financer des rythmes scolaires payés par les communes qui ne servent à rien du point de vue éducatif. Tout ça parce qu'un ministre avait promis de le faire, M. Payon, dont plus personne n'a de nouvelles. Et on continue d'appliquer. Des économies. Où est-ce que vous supprimez? On peut revenir quand même un instant, parce que le marché du travail, c'est quand même... Oui, non, mais on va revenir juste en fil sur la fonction publique. Juste une seconde, parce que là, pourquoi nous défendons... Attends. Pourquoi nous, beaucoup d'économistes défendent l'idée du contrat à durée indéterminée à droit progressif? C'est simplement parce que c'est une manière de redonner confiance à notre jeunesse. Je reconnais que la France est la France. On peut discuter de tout ça. Personne ne détient une vérité absolue. J'ai envie de vous dire, c'est pas incompatible. C'est peut-être pas. Gardons les CDD et rendons les droits progressifs. Et j'ai bien entendu l'argument sur l'armée. Oserais-je rajouter juste, Jean-François Copé, que, à ma connaissance, les officiers, c'est les cadres, et ces officiers sont eux des fonctionnaires. Donc, ça veut simplement dire que je trouvais... Ils prennent leur retraite et ensuite ils vont faire d'autres carrières. Oui, ce que je veux dire, c'est que on peut faire le dispositif de manière plus souple et plus différenciée. Il y a des métiers où les gens, nous par exemple les universitaires, pour être protégés, au bout d'un certain temps, dans tous les pays du monde, un prof, à un moment, il devient fonctionnaire. Tous les pays du monde. Il a une tenure aux États-Unis parce que ça, disons que la vérité peut être moins noir et blanc que la présentation que vous en avez faite. Voilà. Ça libère notre parole. J'ai bien retenu le petit moment d'inquiétude. Le petit moment d'inquiétude, comme quoi. Tiens, justement, c'est trop tard. Justement, hier on recevait Philippe Aghion, qui est donc service économiste, qui est professeur au Collège de France. Il a eu cette phrase. Il a dit qu'il faut toujours des politiques qui accompagnent les perdants. C'est-à-dire que, par exemple, pour les chômeurs, si on supprime si on instaure la dégressivité de l'assurance chômage, si on supprime certains droits, comme pour les salariés, il faut une politique qui accompagne le temps qu'on rebondisse. Vous avez tout à fait raison. C'est en ça d'ailleurs que moi, mon expérience de maire à Meaux m'est très précieuse. Et il a tout à fait raison. Le vrai sujet, c'est pas simplement d'aligner les mesures IACA, c'est effectivement à chaque fois de prévoir sa conséquence. J'observe une chose. C'est qu'il y a dans le programme économique que je propose une très grande cohérence. D'un côté, je facilite la possibilité pour les entreprises d'embaucher parce que le coût du travail baisse. Mais on a moins vu le côté accompagnement, justement, des perdants. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que j'enchaîne. Mais pour montrer la cohérence. D'un côté, je facilite les conditions d'embauche pour l'employeur. De l'autre, je ressente les 30 milliards d'euros dédiés à la formation professionnelle qui sont dispersés aujourd'hui dans une action qui est coordonnée de telle manière qu'on puisse, par exemple, fusionner les lycées d'enseignement professionnel et les centres d'apprentissage. Et j'accompagne cela en partenariat avec les entreprises. Troisième élément, en ce qui concerne l'accompagnement de ceux de nos compatriotes qui sont les plus précaires. Cet accompagnement doit continuer d'exister sur le terrain, c'est-à-dire en organisant des bassins d'emploi avec la mairie, Pôle emploi, nos structures de régie de quartier, comme elles existent et qu'on peut alors individuellement régler et accompagner chaque situation. Ok, merci de votre réponse Jean-François Copé. Tout de suite la troisième partie de ce grand oral de l'économie.